Bienvenue sur cette petite vidéo qui est là pour vous expliquer concrètement les 9 principes généraux de prévention inscrits au Code du travail à l'article L4121-2. Il fait suite à un article de notre blog que vous pourrez retrouver sur le site prefpourtous.fr. Pour petit rappel, l'article L4121-1 rappelle l'obligation de santé et de sécurité des salariés de l'entreprise. C'est l'obligation qui appartient à l'employeur. On dit ensuite dans le Code du travail à l'employeur, pour atteindre cette obligation de résultat, tu dois éviter les risques. Éviter les risques, c'est bien évidemment, dans une démarche de prévention, ce qu'on va toujours chercher en priorité. Je vous illustre ce point. Pour éviter les risques, donc ça veut dire que déjà, je m'attache à agir sur le danger, sur l'exposition du salarié, un peu sur tout pour avoir le meilleur résultat pour supprimer ce risque. Aujourd'hui, j'effectue du stockage, de mes archives dans des cartons sur les armoires du bureau. Ce risque-là entraîne forcément de monter sur une échelle, une chaise, un escabeau pour accéder en hauteur et déposer les cartons au-dessus de l'armoire. Demain, je décide de poser les cartons dans un nouveau local qui a été libéré sur des petits racks situés à 80 centimètres du sol. Du coup, je vais limiter mes contraintes de manutention manuelle et surtout, je supprime le travail en hauteur. Donc là, on a agi pleinement sur la suppression du risque lié au travail en hauteur. Le deuxième point, c'est éviter les risques qui ne peuvent être évités. Alors, vous le comprenez tous, indirectement, ça vous fait penser à quoi? À l'évaluation des risques professionnels. Je vous rappelle, l'évaluation des risques professionnels, c'est ce qui vous est demandé depuis 1991 dans le Code du travail. Et le résultat de cette évaluation des risques, elle est écrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Pour évaluer les risques, il vous faut estimer l'exposition des salariés au danger et conduire des actions de prévention. Ça, c'est ce que vous dit le texte de loi. Le troisième point, c'est combattre les risques à la source. Donc là, il va s'agir en prévention, le plus en amont possible dès la conception, d'agir sur les sources de risques et de dangers. Donc pour ça, je vous prends un nouvel exemple. Dans votre atelier, il y a du bruit. J'ai un projet de rénovation de mon atelier ou de construction d'un nouvel atelier. Les machines vont rester les mêmes, donc je peux acheter déjà des machines moins bruyantes, donc là j'agis bien à la source. Je peux traiter acoustiquement ou phoniquement mon local en traitant le plafond et les parois, les murs. Mais vous me dites, ça a un certain coût. Donc, si je ne suis pas en conception de locaux, ça va me coûter peut-être trop cher. Et je vais choisir au moins d'identifier ma source de bruit. Ça veut dire d'identifier la machine ou les machines qui font du bruit et de faire un coffrage autour acoustique de telle façon à ce que le bruit ne se propage pas dans la totalité de l'atelier. Ensuite, vous avez adapté le travail à l'homme. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu, pas forcément pour vous donner des exemples, mais surtout pour vous dire que ce qu'il ne faut pas faire. Ce point-là, il est régulièrement mis à mal. Alors par des vraies fausses bonnes idées, j'ai envie de dire. On est tenté souvent de former les salariés à ce qu'on appelle le geste et posture. Le geste et posture, ça veut dire que vous adaptez l'homme au travail. Donc là, vous êtes contraire à ce principe généraux en faisant des formations geste et posture, que par la même occasion, je vous déconseille puisque aujourd'hui, le réseau des services prévention en France ont pratiqué les formations geste et posture dans les années 80-90 durant une vingtaine d'années. Elles ont un grand retour d'expérience et ça nous a montré que ça ne fonctionnait pas. L'efficacité sur la santé des salariés n'y est pas. Donc franchement, si vous avez de l'argent à mettre, mettez-le ailleurs. Ensuite, je fais un petit arrêt à nouveau sur les exosquelettes. Une fois encore, on met à mal ce point du code du travail, puisque quand on met en place un exosquelette pour un salarié, ça veut dire qu'une nouvelle fois, on accepte un travail difficile et on modifie l'homme pour qu'il puisse accepter ce travail difficile et le réaliser. Et le dernier point, c'est l'homme est au centre de l'activité professionnelle.
Donc, avoir une activité professionnelle physique importante et proposer par exemple de l'échauffement musculaire, du renforcement musculaire, à nouveau, on met à mal ce point du code du travail. Donc ça, c'est vraiment des dimensions que je vous illustre où il vous faut bien adapter le travail à l'homme. Donc là, on va parler de principes d'économie d'effort, d'organisation du travail, de méthodologie, d'équipement technique pour que l'homme soit au cœur du travail. Il faut que le travail soit adapté à chaque salarié, qu'il soit grand, maigre, gros, jeune, ancien, formé, pas formé, femme, homme. Je vous rappelle que dans l'article qui suit, L 4121-3, depuis toujours, en fait, on vous demande d'étudier cette variabilité, mais dans l'article L 4121-3, il est rappelé qu'en fait, vous devez faire une évaluation des risques en tenant compte du sexe des salariés. Ensuite, tenir compte de l'évolution de la technique. Donc ça veut dire mettre en place une organisation et des moyens techniques permettant aux salariés de limiter son exposition au risque. Je vous prends un exemple. Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, donc les EHPAD, aujourd'hui, ils ont quasiment tous des rails de manutention. Ça veut dire qu'il fut un temps, ce moyen technique n'existait pas, donc ça n'existait pas, c'était pas utilisé ou très peu. Aujourd'hui, c'est généralisé dans tous les établissements et c'est vraiment une aide technique nouvelle. Donc ça veut dire aussi qu'il vous faut faire un peu de veille technique, aller dans les salons, aller contacter les fournisseurs pour voir ce qu'ils proposent, contacter aussi les entreprises de votre secteur d'activité pour voir s'il n'y aurait pas des bonnes idées à récupérer ailleurs. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Là, je vous prends le cas d'un produit, par exemple, chimique, qui serait, on va dire, cancérigène, mutagène, reprotoxique. Vous le remplacez par un produit chimique qui est irritant. Alors certes, ce n'est pas le mieux, mais au moins, il n'est plus cancérigène. Et si vous trouvez un produit qui est sans phrase de risque, alors là, eh bien, on revient sur le point 1 où vous avez évité le risque. Ensuite, il y a le point planifier la prévention. Alors, sous ce point-là, il faut regarder deux aspects. Planifier la prévention, comme on l'a dit au point 2, vous devez évaluer les risques, mais évaluer les risques, ça ne suffit pas. Il vous faut surtout évaluer les risques pour conduire un plan d'action. Donc là, planifier la prévention, ça veut dire ça. Donc, avoir un plan d'action intégrant les mesures humaines, techniques et organisationnelles. Et ça veut aussi dire planifier la prévention avec les autres. Avec les autres, c'est qui? Ce sont les entreprises extérieures. Quand vous faites intervenir une entreprise extérieure dans votre établissement, vous devez avoir ce qu'on appelle un plan de prévention. Alors pour une liste de travaux dangereux, donc l'amiante, la hauteur, voilà, il y a plusieurs, il y a une liste de 18 thématiques qui font que là, vous devez avoir un plan de prévention écrit, mais plus simplement, on vous demande pas forcément de l'écrire, mais au moins de planifier ces actions de prévention. Je vous donne un exemple. Vous faites un ravalement de façade. Votre entreprise, voilà, s'est dégradée en façade. Vous souhaitez faire un ravalement de façade. Vous allez monter du coup un échafaudage périphérique. Des gens vont être amenés à intervenir sur cet échafaudage pour des travaux de peinture, d'enduit. Et là, vos salariés, eux, ils sont amenés peut-être à passer au-dessous de l'échafaudage. Donc, ça veut dire que dans ce plan de prévention vont figurer tous les risques et les mesures qui ont été prises pour éviter que les salariés aient des risques quand ils travaillent ensemble. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être détourner le passage des salariés pour pas qu'ils passent à cet endroit de l'échafaudage quand ils travaillent. Et ensuite, vous avez 2 autres points. Alors, j'ai fait volontairement, un petit espace parce que du point 1 au point 7, c'est tel que, heu, il vous faut les appliquer. On parle bien de 1 à 7 de prévention des risques professionnels. Sur les points 1 à 9, on est plus sur de la protection du salarié. Donc en termes d'efficacité, c'est beaucoup moins pertinent. Et en plus de ça, en termes d'efficacité, c'est moins pertinent, mais c'est aussi livré à la volonté humaine de l'appliquer ou pas. Alors, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais c'est aussi la réalité. C'est-à-dire que comme c'est pas de la prévention, forcément, on n'a pas le résultat et l'efficacité attendus.
Donc le point 8, c'est donner la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux protections individuelles. Donc j'ai des couvreurs sur un toit qui doivent faire des travaux de couverture et de charpente. Du coup, je mets un échafaudage périphérique qui va les protéger tout le tour, un filet en sous-face pour éviter qu'ils tombent au milieu de la toiture. Et là, je protège collectivement tous les salariés qui vont monter sur le toit. La protection individuelle, ça serait d'avoir une ligne de vie. Il vient s'accrocher avec son harnais et sa longe à la ligne de vie pour faire ses travaux de couverture. Forcément, si la longe elle est mal calculée, le harnais non vérifié, si le salarié n'est pas formé aux travaux en hauteur, voilà, plein de paramètres font que ça ne garantit pas l'efficacité. Et je vous rappelle que le travail à la corde n'est accepté que dans le cas où on ne peut pas mettre de protection collective. Donc, il faut absolument privilégier la protection collective. Et le dernier point, c'est de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut former tous les salariés à toutes les mesures de prévention que vous avez définies dans l'évaluation des risques, dans votre plan d'action. Alors, ils sont écrits dans le code du travail avec des numéros de 1 à 9. Pourquoi ils sont écrits comme ça? Parce qu'en fait, c'est tel que le juge va les appliquer dans le tribunal. Ça veut dire aussi que dans un tribunal, le juge, en cas d'accident grave ou mortel ou maladie professionnelle, il va vous dire, monsieur l'employeur, qu'avez-vous fait pour éviter les risques? Et vous, il va falloir justifier que vous avez essayé, que vous avez évalué, que vous avez combattu à la source, et voilà, il va décliner tout ça. Et par contre, vous n'avez pas le droit, pour un risque, de dire, j'ai juste formé mes salariés ou juste donné des instructions ou écrit un mode opératoire. Le juge va vous dire, ah ben non, mais monsieur, vous deviez appliquer les 8 premiers principes avant d'arriver au dernier. Voilà pourquoi c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Je vais vous dire la même chose, mais un petit peu différemment. Et c'est présenté également visuellement différemment. Donc, on retrouve exactement les mêmes choses. Donc, quand on est confronté à un risque, on va essayer de l'éviter. Ça, tout le monde le comprend, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on a dit en premier. Je ne peux pas l'éviter. Je vais évaluer ces risques. Quand j'ai évalué ces risques, on me dit, je peux les combattre à la source, je peux remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins, je peux prendre des mesures de protection collective et des mesures de protection individuelle, tout en adaptant le travail à l'homme, tout en tenant compte des évolutions techniques, en planifiant des actions de prévention et en formant mes salariés. Ça veut aussi dire que pour un risque donné, il n'y a pas un problème, une solution. Il va vous falloir agir sur un peu tout pour arriver à le réduire au maximum, maximum, maximum et faire en sorte que les accidents du travail soient le moins graves possible et avec le moins de séquelles pour la santé des salariés. Voilà, je vous remercie, c'est fini. Je vous invite à nous retrouver sur notre blog Pref pour tous où nous écrivons des articles sur différentes thématiques. Vous pouvez également nous faire part d'éventuellement de vos questions. Nous y répondrons avec grand plaisir si nous en avons la compétence. Nous avons une chaîne YouTube. Vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo pour nous donner un petit peu plus de visibilité si vous avez apprécié. Nous suivre sur Facebook et sur LinkedIn. Merci.